Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et on est en pleine assemblée de l'ONU, vous le savez. Emmanuel Macron a parlé avant-hier, et hier c'était Donald Trump. On va en parler. Nicolas Conquer, bonjour, vous êtes porte-parole de Republican Overseas, donc on peut pas dire que vous soyez un ennemi mortel de Trump, on va en parler, mais je voudrais quand même que vous réagissiez, vous êtes franco-américain, je voudrais que vous réagissiez sur ce bilan de France Télévisions donné par la Cour des comptes. Alors c'est rien de moins qu'un rapport explosif et qui est accablant pour la gestion de France Télévisions. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, le timing est un peu opportun. Pourquoi est-ce qu'il a été passé sous couvert alors qu'on était dans la reconduction de Delphine Ernotte, qui, on le rappelle, au-delà de son élection, sa nomination, elle a été confirmée par les sages, entre guillemets, de l'Arcom, qui valident sa gestion alors qu'il y a des déficits, il y a des frais monstrueux. C'est accablant. Et il y a toutes sortes de statuts maison qui montrent qu'ils sont vraiment privilégiés et déconnectés de la réalité. Donc il y a lieu de montrer, comme Élise Lucet qui avait l'air de dire non, mais je ferai mon cache investigation s'il y avait quelque chose à dire. En fait, c'était plutôt circuler, il n'y a rien à voir. Ben non, au contraire, on va aller regarder ce qu'il y a, on va aller mettre le nez dans votre gestion idéologique et très partisane, sans contradiction aucune. Vous l'avez vu, à plus forte raison, ce dernier week-end, dans le traitement outrancier de certaines actualités, où on a traité des rassemblements en faveur de Charlie Kirk, de rassemblements de nazis, de croisades de talibans. Il y a un véritable problème et de manquement à la contradiction, à la modération sur cette chaîne et sur l'ensemble de France Télévisions, qui nécessite d'en faire un ménage, ou voire même un démantèlement ou une privatisation. Ça sera, semble-t-il, les seules étapes qui permettront de sauver France Télévisions. Oui, il y a certaines voix qui demandent la privatisation, comme Sarah Knafo et puis d'autres, on verra bien. Revenons à New York et revenons à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donald Trump a fait un discours, comme d'habitude, musclé, assez fort. En même temps, il a son côté hubris. J'ai toujours raison, ceci. Et alors, j'ai adoré, parce que ça, c'est le côté, je dirais pas comique de Trump. Ouais, moi, je suis entrepreneur immobilier. Vous avez vu qu'ils ont fait à l'ONU, ils ont raté leur coup. Moi, je leur proposais moins cher. Et ça, c'est drôle. Mais alors, au-delà, nous allons parler. Il y a quand même une vision, et j'aimerais qu'on en parle avec vous, Nicolas. Il y a quand même une vision de ce quoi doit être pour lui l'Amérique, la position de l'Amérique, America First, et puis il y a le procès de l'Europe, le procès de l'ONU, qui a été très là. Il a dit l'Europe va en enfer, l'Europe va vers la charia. Enfin, il est allé très 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 fort, dirais pas, certains diront excessif, mais en tout cas, il a vraiment posé un certain nombre de lignes. C'est quoi, alors aujourd'hui, cette politique de Trump, qui est la politique des États-Unis, puisqu'elle va s'appliquer encore pour quelques années? Je pense qu'on a assisté au discours le plus mémorable de Donald Trump sur la scène internationale, où là, il a réaffiché un petit peu son alignement, son côté stratégique sur là où il souhaite mener les États-Unis, en réaffirmant son âge d'or américain, en insistant sur son bilan. Et le contraste, il ne pouvait être on ne plus flagrant par rapport à cette ère mondialiste, très écologiste que proposait Joe Biden au préalable. Donc là, on est arrivé avec une vraie énergie, et tout le monde a pris pour son grade, surtout l'ONU, devant lequel il intervenait, qui disait mais en fait moi depuis que je suis à la Maison Blanche depuis 7 mois, j'ai résolu 7 conflits. Qu'a fait l'ONU? Ils ont même pas pris leur téléphone, ils sont pas venus me remercier. Et il a également aussi pointé du doigt l'ensemble des nations européennes, notamment dans la gestion du conflit entre la Russie et l'Ukraine, sur laquelle ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils font tourner la machine de guerre russe en achetant du pétrole raffiné en Inde et du gaz en Inde. Il a dit vous continuez les grands embargos à acheter même en Inde, mais directement même aux Russes. Oui, alors c'est pour certains pays, notamment la Hongrie, la Croatie et la Turquie dans une moindre mesure, mais le vrai problème, et c'est là où on sous-traite notre hypocrisie, c'est qu'on achète du pétrole et du gaz qui sont raffinés en Inde et qui derrière apparaissent sous marque blanche, et on l'achète, et donc on fait tourner l'économie russe. Et donc Donald Trump, lui, propose que des sanctions secondaires qui viseraient donc les pays qui viennent importer les hydrocarbures russes, à savoir la Russie notamment, l'Inde et dans une moindre mesure la Chine, soient sanctionnés par l'ensemble des pays pour pouvoir couper l'oxygène et mettre fin à cette manne financière qui maintient la guerre contre l'Ukraine. Alors Nicolas Conquer, il a été quand même très très dur, en tout cas très catégorique sur l'immigration, notamment en Europe. La raison, il dirait moi j'ai arrêté l'immigration illégale, regardez mon bilan depuis 8 mois. Il a accusé les Nations Unies d'encourager l'invasion de certains pays, notamment en Europe, par l'immigration illégale. Il a déclaré les Nations Unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. L'ONU soutient les personnes qui entrent illégalement aux États-Unis. Est-ce qu'il ne va pas un peu loin quand même?
Non, c'est pas excessif. C'est factuel et c'est sourcé. Et il le dénonce de manière récurrente que cette immigration de masse, cette submersion migratoire n'est rien d'autre qu'un suicide civilisationnel. Ces remplacements, quand on n'est pas en mesure d'intégrer et d'accueillir dignement ces personnes-là, eh bien en fait on ne rend ni un cadeau à ceux qu'on reçoit ni aux populations qui sont autochtones. Donc ça, c'est un vrai cri d'alerte, d'autant plus que Donald Trump est arrivé à la suite de la plus grave crise migratoire des États-Unis qui a été sous Biden, sur laquelle plusieurs millions des dizaines de millions qui ont franchi illégalement parce qu'il y avait un appel d'air. Et on l'a vu en Europe, c'est Angela Merkel qui avait fait venir 1 million d'Afghans, de Syriens, et sur lesquels ça pose des véritables problèmes de sécurité, d'insécurité, d'immigration, d'islam grandissant, et notamment aux États-Unis qui en étaient le théâtre. Où aujourd'hui, pour des simples critiques envers l'islam, ça vous vaut d'être mis en prison dans des pays comme l'Angleterre. L'Angleterre, c'est même si vous mettez un tweet, c'est-à-dire soi-disant subversif, on vous arrête. Mais alors là où il est allé très loin encore, parlons du climat. Alors là, il fait hurler évidemment les écologistes et beaucoup d'autres. Et il a dit le changement climatique était, et là quand même il va fort, le changement climatique est la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Le concept d'empreinte carbone, une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes. Ça va pas un peu loin, ça ? C'est une grande escroquerie organisée dont certains profitent abondamment. Ce New Green Deal qui avait aux États-Unis avait vocation aussi il y a eu des grands profiteurs, et notamment ne serait-ce que sur tout ce qui est éolienne, ça vient principalement de Chine dans des conditions pas humaines, pas écologiques, et qui viennent saboter l'ensemble de nos paysages en Europe. Et surtout que nous on réduit l'empreinte carbone de Bravo il dit en France, qui est 0,9% d'émissions de gaz à effet de serre, je l'appelle, mais chez les autres il y a 70% d'émissions carbone. C'est open bar pour eux d'ailleurs. Donc en Chine ils se frottent les mains quand nous on s'impose des réductions, et donc là ça contribue à cette nouvelle âge d'or américain que de libérer l'énergie. Donald Trump avait cette promesse de campagne qui était drill baby drill, on va forer pour pouvoir être même abondant et être excédentaire en production énergétique, et c'est nécessaire pour pouvoir relancer l'économie et réindustrialiser. On a cette mondialisation heureuse, cette désindustrialisation vers des pays du tiers-monde qui en fait on est en fin de cycle, et désormais pour pouvoir produire ça va de pair avec sa stratégie de guerre commerciale, de production d'énergie et de dérégulation de l'économie pour pouvoir être vraiment une puissance économique de premier plan. Mais est-ce que ça veut dire, alors aussi, juste un mot aussi, vous parlez de Russie, Ukraine, etc. Parce qu'on a dit, oui, mais Trump, il suit Poutine comme un toutou, certains disaient qu'il est vendu aux Russes, espion, etc. Mais il a répondu, il a dit que si les appareils russes violaient l'espace aérien de l'OTAN, on lui a demandé s'il était d'accord pour qu'il faudrait abattre ces appareils russes, il a dit oui. Voilà, on voit qu'il est très ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine, et qu'il donne un blanc-seing aux nations européennes, toujours d'ailleurs en fournissant et en vendant de l'armement en quantité, et d'ailleurs en permettant à ce que l'Ukraine puisse aller taper dans le territoire russe jusqu'à ce qu'ils puissent regagner l'ensemble de leurs frontières avant le conflit. Donc encore une fois, ça serait vraiment mentir ou d'être dans la désillusion complète de dire que Donald Trump avec un seul souhait, c'était que faire capoter l'Ukraine et profiter à ce que la Russie puisse avoir... Sauf qu'il se retire de l'aide et il laisse les Européens maintenant acheter, y compris du matériel américain. Mais on n'est pas en mesure de le produire, cet armement-là. On n'a pas les bandes passantes, on n'a pas la technologie, et en soi, sans le renseignement d'ailleurs qui est fourni par les États-Unis, la guerre s'arrêterait du jour au lendemain. Donc il y a un soutien constant. Il a sacrifié beaucoup de son capital politique, et en vue de la résolution de ce conflit, désormais c'est un effort conjoint qui doit être fait, et donc d'aller taper là où ça fait mal aux Russes en arrêtant l'import de leur gaz, parce que c'est vraiment ça qui vient alimenter leur machine de guerre. Et que l'Europe se débrouille et s'unisse si elle a à s'unir. Dernière question, Nicolas Conquer, et c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on voit. L'Amérique était pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, faut le dire aussi, fomenteuse de certains coups d'État, nation building et compagnie. On a l'impression que avec Trump et puis ce qui se passe en ce moment, dit nous, on s'occupe de l'Amérique, des intérêts de l'Amérique, America First, etc. Et puis les autres, on ne dit pas qu'on s'en fout, pas du tout. Mais qui est pour nous et qui est contre nous? C'est-à-dire, c'est une politique très volontariste, mais qui ne tient pas de dire je vais arranger la démocratie ici et là-bas, je vais bâtir la démocratie. C'est plus le problème. Bon, on a vu ce que ça a donné durant ces dernières décennies, et donc ces aventures au Moyen-Orient, elles ont plus lieu d'être, et donc elles font pas partie du courant qui a porté Donald Trump à la Maison Blanche, et donc il fait honneur à ses électeurs.
Twitter, et il réaffirme sa ligne qui est America First, donc l'Amérique d'abord, qui n'est pas America Alone, pas Amérique seule. On sait qu'ils sont nos alliés, on veut pointer aussi leurs insuffisances et leurs détracteurs, mais on ne veut pas juste être replié contre nous-mêmes et continuer à maintenir ces alliances. Donc je pense qu'il est vraiment dans une logique vraiment patriote plutôt qu'être d'interventionniste, et ça permet de préserver la paix et de mettre fin à des conflits plutôt qu'éviter, comme les administrations précédentes, qu'elles explosent, qu'il y ait des invasions. Et il y a un désaccord complet avec Emmanuel Macron sur la reconnaissance de l'État palestinien, apparemment. Ah mais résolument, et d'ailleurs il le dit, c'est faire un cadeau et un privilège au Hamas que de reconnaître un État de Palestine qui est un État abstrait, alors que ceci s'inscrit au lendemain du 7 octobre. C'est là où ça va être intéressant, ceux qui disent que effectivement l'accord va isoler le Hamas, et d'autres qui disent pas du tout, c'est une victoire pour le Hamas. C'est les deux opinions qui s'affrontent, on verra laquelle aura droit de citer, enfin sera vrai. Merci Nicolas Conquer. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Cédric Jubilard, l'affaire Jubilard, ça occupe évidemment beaucoup, et à juste titre, les médias depuis quelques jours. Ça a beaucoup occupé auparavant, bien sûr, mais on est en plein procès là. Le procès s'est ouvert le 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn à Albi, bien sûr. Le procès se déroule à huis clos, et il s'agit, on le rappelle, de la première apparition publique de Cédric Jubilard depuis son incarcération. Donc, il est devenu, je rappelle simplement, rapidement, la disparition mystérieuse de Delphine Jubilard, une infirmière française, survenue fin décembre 2020. Donc, vous voyez, ça va faire bientôt 5 ans, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Delphine, âgée d'une trentaine d'années et mère de 2 enfants, elle a disparu sans laisser de traces dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son mari, Cédric Jubilard, est rapidement devenu le principal suspect. Il a été mis en examen pour homicide volontaire en juin 2021, malgré l'absence de corps ou de preuves directes de ce qu'il serait arrivé à Delphine. Rebondissement, témoignages contradictoires, etc. Ça a attiré beaucoup d'attention, et aujourd'hui, c'est le procès. Et aujourd'hui paraît aussi l'affaire Jubilard aux éditions Fayard. Stéphane Sinon, bonjour. Bonjour André. Je ne vais pas vous présenter, on vous connaît, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes producteur, vous êtes journaliste, et donc vous êtes co-auteur de cette affaire Jubilard. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure où nous parlons? Bon, on va entendre effectivement. Alors, Cédric Jubilard nie évidemment il a affirmé son innocence, d'ailleurs dès la première journée. Ouais. Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés. Je n'ai pas tué Delphine Jubilard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous avez fait donc l'enquête, une grosse enquête. Alors, on peut s'entendre au moins sur un point avec la défense, c'est que, je dis la défense de Cédric Jubilard, c'est que l'enquête n'est pas parfaite. Pourquoi elle n'est pas parfaite? Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été vérifiées. Hier, évidemment, avec une certaine gourmandise, Emmanuel Franck, qui est l'avocate de Cédric Jubilard, faisait remarquer que les gendarmes n'avaient pas vérifié une voiture suspecte, dont on ne sait plus très bien si c'est une 205 ou une 308, si elle est bleue ou si elle est noire. Bon, cette signalisation me paraît un peu vaseuse, mais établit que les gendarmes ne s'y étaient pas suffisamment intéressés. Nous, dans le livre que l'on publie, de 250 pages, qui réunit toutes les pièces à conviction du livre pour se faire sa propre opinion, parce que c'est l'idée de cette collection, c'est voilà, on vous pose sur la table tout ce qu'il y a dans le dossier. Oui, voilà les éléments du dossier. Exactement. Et puis et nous, on dit que c'est la téléphonie qui a été très mal comprise et très mal exploitée par les enquêteurs. Mais peut-être, alors Stéphane Simon, rappelez comme vous avez fait l'enquête, au fond aujourd'hui, parce qu'on a tout entendu et le contraire. On rappelait que Cédric Jubilard pleurait quand il y a eu les larmes. Quand il a téléphoné, Quand il a téléphoné, etc. Enfin, c'est un homme inquiet, vaguement inquiet, parce que après avoir téléphoné aux gendarmes, il joue quand même aux jeux vidéo, et puis il se met tout de suite sur un site de rencontre. Donc c'est quand même un mari inquiet qui oublie d'aller marcher dans le village ou aller voir la voiture, c'est de Delphine, si elle a été déplacée, mais qui a des chaudes larmes au téléphone avec la gendarmerie. Ouais. Alors justement, rappelez alors cette histoire de téléphonie, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert dans votre enquête? Alors, on a découvert d'abord que des premières extractions du téléphone avaient été faites en 2020, à 21 exactement, au début, après la disparition de Delphine Jubilard,
et qui avait un point de géolocalisation qui était curieux, qui apparaissait à 3h21 du matin, mais les enquêteurs n'ont pas compris ce point de géolocalisation qui est en fait au bout d'une exploitation agricole à 25 km du domicile des Jubillards, à la lisière d'une petite forêt. Donc vous voyez un point intéressant sur le papier, mais les gendarmes ont dit mais ça paraît être un bug technique, un faux positif, parce que on comprend pas, le téléphone il est à recharger et il est éteint. Ce qui est d'ailleurs curieux pour Jubillard, parce que Cédric Jubillard dit aux enquêteurs que son téléphone il l'a rechargé parce qu'il était à plat. Or il le recharge parce qu'il a 40% de batterie, et au lieu de faire comme d'habitude pour le mettre en mode avion pour dormir, il l'éteint complètement. Bon, bref, ce point de géolocalisation, on comprend pas très bien pourquoi ce qu'il fait là, donc on oublie ce point, d'aller vérifier ce point. Et il se trouve que au printemps dernier, les avocats des parties civiles, maître Pauline Rongier en particulier, va demander à ce qu'on fasse une recherche, je dirais élargie sur le téléphone de Cédric Jubillard. Les données. Mais il avait un téléphone ou deux téléphones? Eh ben justement. Alors, à ce moment-là, on voit que dans le téléphone principal, dans cette période élargie, c'est du coup 17 fois que ce point de géolocalisation apparaît. Et cette fois entre le 14 novembre et le 16 décembre. C'est-à-dire vraiment pendant le mois qui précède, il va retourner 5 fois sur place. Pendant le mois qui précède la mort. Exactement. Ce qui pourrait établir d'ailleurs une préméditation si jamais on retrouvait le corps ici. Et alors là, cette fois-ci, l'avocate a demandé à ce que la justice se transporte. La justice a estimé qu'elle n'avait plus le temps de se transporter. Le procès arrivait en septembre et donc on était en juin, c'était trop tard. Donc mais on peut espérer, j'espère d'ailleurs qu'à l'issue demain de l'audition des experts, la justice va se transporter, car c'est important. Même si on trouve rien là-bas, c'est important d'établir, ça pourrait peser en faveur de l'innocence de Cédric Jubillard. Mais si on trouve le corps là-bas, ça établit la préméditation et ça permettra de donner une sépulture, je dirais, décente à Delphine Jubillard et que la famille puisse faire son deuil enfin. Mais c'est étonnant quand même, Stéphane Simon, ça fait presque 5 ans, on l'a dit, elle a disparu sans laisser de traces, je rappelle, dans la nuit du 15 au 16 décembre. À la limite, aujourd'hui, j'exagère à peine, on ne sait pas si elle est morte ou vivante. On est sûr qu'elle soit morte. Ah, écoutez, franchement, non, je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. Qui peut penser qu'une femme qui adore ses 2 enfants, qui sont petits, 6 ans et 18 mois, va sortir, partir, disparaître, se donner la mort alors qu'elle a envie de refaire sa vie avec son amant, parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, il faut rappeler cela. Parce que alors Delphine Jubillard en a marre de sa vie avec Cédric, qu'elle appelle une vie de bidochon, il termine pas la maison, il est négligent, il fume des pétards toute la journée, elle n'en peut plus de sa vie avec lui. Et depuis quelque temps, elle voit un certain Jean, qui est un homme qui est lui aussi en compagnonnage avec Cathy, et ils vont nouer une relation extrêmement dense, passionnée, et ils vont se promettre de se marier, d'avoir des enfants à nouveau ensemble. D'accord. Et puis le fameux jour de la disparition de Delphine, elle reçoit un SMS de Cathy, donc la compagne de Jean, qui lui dit j'ai compris et je m'efface. Simplement, je vous demande une chose, Delphine, on ne se connaît pas, mais je vous demande une chose, laissez-nous passer les fêtes de Noël tranquillement, ensemble. Et évidemment, Delphine accueille cette nouvelle comme un soulagement. Elle a compris que son amant venait d'annoncer la nouvelle, et elle lui dit oui, bien sûr, et moi aussi de mon côté, on va passer les fêtes de Noël, il n'y a pas de sujet. Stéphane, Jean et Cathy avaient des enfants ? Alors, Jean et Cathy avaient un enfant, me semble-t-il, mais il faudrait le vérifier. C'est vrai que excusez-moi, André, mais ça j'ai oublié. Voilà, donc ce qui est probable, c'est que Delphine puisse annoncer dans la foulée de ce message de Cathy à dire à Cédric que cette fois-ci elle y va. Elle lui a déjà fait comprendre qu'elle allait partir. Elle lui a déjà dit je vais me barrer, j'en peux plus de cette maison de bidochon, etc. Et d'ailleurs dans la journée, elle va à sa banque pour demander le changement de ses codes de carte bleue, puisque Cédric a parmi ses défauts de lui emprunter régulièrement cette carte et de jouer en ligne avec
discothèque ou alors d'aller s'acheter des pétards. Il fume énormément de pétards, une dizaine de pétards par jour. Et en pointe de consommation, il est monté jusqu'à 25. Donc c'est un personnage assez particulier. Mais bon, pour autant, ça n'en fait pas un coupable. Ce qui est certain, en revanche, pour parler des révélations que l'on fait dans ce livre, c'est que on comprend enfin pourquoi ce point de géolocalisation est remonté. C'est parce que on explique que si Cédric Jubilard a coupé son téléphone, l'a laissé sur le côté, il peut avoir utilisé un deuxième téléphone dans lequel il a l'application boussole et retrouver ainsi le point où il pourrait éventuellement avoir caché la dépouille de Delphine Jubilard. Et quand il va revenir et réutiliser son téléphone principal, eh bien, les deux téléphones se resynchronisent. Et là, on comprend. Ouais, c'est intéressant à suivre. Vous qui avez aujourd'hui, qui produisez notamment un magazine sur les grandes affaires, hein, les affaires criminelles, bien sûr. Affaires criminelles, absolument. Mais Stéphane Simon, est-ce que vous savez, enfin, sans demander un chiffre exact, est-ce que il arrive souvent comme ça que des corps, enfin, mettons que dans la perspective qui paraît probable, hélas, qu'elle soit morte, je ne sais pas encore comment, mais bon, et qui se passe pendant 5 ans, qu'on ne retrouve jamais. Est-ce que c'est quelque chose de répandu là-dessus? Oui, il existe. D'ailleurs, il faut noter qu'on n'a pas besoin de retrouver le corps pour se faire une intime conviction. Dans l'affaire d'Agnès Leroux, Agnelet a été condamné alors qu'on n'a jamais retrouvé ni la voiture ni le corps de Agnès Leroux. Casino Roule. Voilà, exactement. Dans l'affaire de Simone Weber, on n'a pas retrouvé non plus les corps. On a retrouvé quelques indices, mais pas les corps. Donc vous dites qu'on n'a pas besoin de retrouver le corps pour se faire une intime conviction. Ouais. Alors en revanche, il faut que la majorité des jurés, et une large majorité, là il y a 6, il faudra au moins qu'il y en ait 4 si je ne m'abuse, voire 5, je ne sais plus si c'est qui disent la culpabilité de Cédric Jubilard. Mais si vous voulez, dans ce dossier, il ne faut pas se laisser berner. Il est courant, notamment la presse locale dit tout le temps, il n'y a rien dans ce dossier. Nous l'avons examiné ce dossier, il n'y a certes pas de preuves irréfutables, mais il y a des indices graves, concordants et surtout corroboratifs, c'est-à-dire que on revient toujours à Cédric Jubilard. Quand on expertise les lunettes, on voit bien qu'il y a eu un coup de poing, une charge dynamique de 18 kilos qui a frappé les lunettes en deux. On dit qu'il n'y a pas de scène de crime, mais enfin, ces lunettes sont retrouvées dans le salon, ainsi que cette couette que Cédric Jubilard se dépêche de vouloir laver pendant la nuit, alors que les gendarmes arrivent. Pourquoi est-ce qu'il veut laver cette couette? Il semblerait qu'il a confié à une de ses amoureuses que Delphine Jubilard, dans l'étranglement, aurait uriné sur cette couette. Donc c'est ça qu'il chercherait éventuellement à laver. Et puis quand on dit qu'il n'y a pas d'aveu, certes il n'y a pas d'aveu devant les gendarmes et la juge d'instruction, mais il y a des confidences. Les confidences de la mère de Cédric, qui dira depuis le début du mois de novembre, Cédric me dit que si elle le quitte, il la fera disparaître et il sait où il l'enterrera pour qu'on ne la retrouve pas. C'est la mère de Cédric. La propre mère de Cédric Jubilard. Il y a par ailleurs les deux amoureuses assez fugaces de Cédric de Jubilard, dont une au parloir qui venait le voir régulièrement, qui s'appelle Jennifer, qui a raconté qu'il lui aurait dit qu'il l'avait étranglé en faisant une clé de coude. Qui a déclaré cela en témoin. Qui va être entendu. Ce sont ces histoires, c'est vrai que ce sont des affaires criminelles assez terribles d'un côté, évidemment, atroces, mais d'un autre côté, c'est vrai que ce mystère plane. Nous avons d'ailleurs, je crois, Vincent, Maud. Oui, Vincent qui nous appelle d'Agde. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. Bonjour à tous les auditeurs. Vincent, on vous écoute. Oui. Mais moi, c'était pour... J'écoute ce monsieur-là qui parle sur l'affaire Jubilard. Oui. Alors, ça fait 3 ans ou 5 ans qu'on ne trouve aucune preuve contre ce monsieur, contre le mari Jubilard. Par contre, je trouve qu'on s'est vite éloigné de l'enquête par rapport à l'amant et la femme de l'amant. Là, plus et Cathy. Alors oui. non, c'est pas vrai ce que vous dites, monsieur, parce que, pardonnez-moi, mais en l'occurrence, les gendarmes ont travaillé très sérieusement sur 5 pistes. Ça a d'ailleurs été rappelé hier à la cour d'assises. Ils ont travaillé sur 5 pistes. Le rôdeur, bien sûr, la rencontre de dernière minute, mais bien sûr, Jean et Cathy, parce que on dit Jean, mais ça pourrait être autant Cathy que Jean, qui aurait pu avoir à maille à partir avec
avec Delphine, mais non, on a des preuves irréfutables de leur présence à 80 km de là. Donc c'est absolument impossible. Ça a été prouvé. Oui, ça a été prouvé, c'est dans le dossier. Voilà, parce qu'on n'en parle jamais à la radio. Mais vous allez voir, monsieur, vous allez voir, ils vont être convoqués, ça va être un des temps forts du dossier, des audiences, c'est que Jean va venir témoigner à la barre, on va comprendre à quel point son histoire était sérieuse avec Delphine et qu'il n'avait absolument pas envie de faire autre chose que de vivre avec elle, et puis il va expliquer tout ce qu'il a fait la nuit du drame. Mais dernière chose, alors Stéphane Simon, c'est vrai, c'est ce qui est passionnant dans ces histoires, mais aujourd'hui, pour jouer non pas l'avocat du diable, je vous en prie, mais en fait, c'est comme vous dites l'intime conviction, mais c'est très spécial l'intime conviction, parce Absolument. que si on n'a pas de preuves flagrantes, quand je dis flagrante, le corps, mais je ne sais pas, preuves irréfutables. Voilà, bravo, et preuve irréfutable, Stéphane. Comment on peut prendre, je ne sais pas, moi je serais juré, je serais très embarrassé. Je comprends. Parce que... je comprends, voilà. Et puis surtout, je dirais qu'un des principes de notre droit, c'est de dire qu'il faut préférer laisser un coupable en liberté que de condamner un innocent. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'à l'énoncé du verdict, eh bien, Cédric Jubilard, il faut le rappeler, est présumé innocent. Néanmoins, encore une fois, c'est à ça que sert un procès qui va durer 4 semaines. On va entendre on a entendu celle qui s'occupe du petit garçon qui a tout vu la nuit du drame. On va entendre les uns, les autres. Tout sera mis sur la table. Tout va être mis sur la table. Et à l'issue de tout ça, et chacun va se faire son intime conviction en son âme et conscience. Et c'est un moment, effectivement, particulièrement, je dirais, intense, parce que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves irréfutables. Mais attention, on a beaucoup exagéré le fait qu'on n'avait rien dans le dossier. Ouais. Ça, croyez-moi que c'est faux. Rien dans le dossier et pas de preuve irréfutable, il y a une marge. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, et c'est ça, et c'est vraiment très intéressant, on le sait, c'est tout le problème des assises, etc. C'est cette histoire d'intime conviction et seul avec sa conscience. Enfin, chaque juré, disons, juste un mot. Ouais. Dans ce genre de procès, les magistrats sont avec les jurés ou pas? Parce qu'en Amérique, comme vous le savez, ce fameux 7 hommes en colère et tout ça, on connaît les films. Les jurés se réunissent en l'absence totale d'un quelconque magistrat, mais c'est pas le cas en France. Dites-moi. Alors, c'est les magistrats qui vont encadrer les délibérations, mais en revanche, on refait pas le match en coulisses. Il n'y a pas d'influence. Est-ce qu'ils ne peuvent pas influencer s'ils sont là? Alors, toujours une manière de présenter les choses, mais quand même, l'influence, elle est relative. Pensez donc, 4 semaines de procès, 4 semaines avec des témoignages dans tous les sens, des informations particulières. C'est la parole des magistrats à la fin, c'est quand même assez rapidement, parce que je rappelle que ça vient vite, il faut donner une décision assez rapide. Là, il s'agit de dire oui ou non. Ça, c'est réponse simple. Et Cédric Jubilard est-il coupable ou pas? Et après, il peut y avoir des discussions sur la peine, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut. Il faut trouver une peine commune. Mais les jurés participent à la définition de la peine? Me semble-t-il. Il faudrait vérifier, je ne suis pas absolument formel. Ouais. Mais en tout cas, les jurys, ils peuvent dire, si la peine ne leur convient pas, ils peuvent rehausser la peine. Même ça se fait même avec les magistrats professionnels, la peine peut être revue à la hausse ou à la baisse. Nous sommes à la lisière, effectivement, de cette condition humaine, aux abîmes. Merci Stéphane Simon. Je rappelle que vous êtes co-auteur, et c'est à lire, de l'affaire Jubilard qui vient de paraître aux éditions Fayard.